Avant de commencer la vidéo, je tenais à vous remercier voyageuses et voyageurs d'avoir été si nombreux au live avec Mark O'Byrne. On s'est bien amusé. Vous êtes encore beaucoup à stalker la chaîne sans vous abonner, alors abonnez-vous, ça aidera à faire plus de contenu. Surtout qu'il y a de grandes nouvelles et de grands projets qui viennent se mettre en place. Je vous laisse regarder la vidéo, je vous embête pas plus encore une fois. À bientôt. L'Afrique est un continent magnifique, riche de par sa culture, ses ethnies, son histoire, mais aussi sa spiritualité. Dans une série de 5 vidéos, nous allons nous intéresser aux ésotérismes non civilisateurs de chaque continent. L'ésotérisme non civilisateur est considéré comme primitif. Selon les canons actuels, ce qui se diffuse, qui s'organise autour d'une tradition écrite et d'un mythe fondateur est considéré comme civilisateur. Elle va concerner des parties de plus en plus vastes de territoire et complexifier son organisation. Les peuples premiers sont souvent restés dans un mode de fonctionnement tribal, avec une importance donnée à la cueillette, à la chasse, tirant leur sagesse directement à la source, c'est-à-dire la nature, ses plantes, ses animaux, les étoiles, les esprits, les ancêtres. Toutefois, le mépris et l'ignorance envers ces peuples, de l'Esquimau à l'aborigène d'Australie, existent. Pour Herbert Spencer, les peuples considérés comme primitifs, selon lui, sont des impasses de l'évolution, des voies sans issue. Ils vivraient comme au paléolithique et n'ont pas su progresser. Une vision étroite pour un philosophe même du 19e siècle, et qui je pense trouve écho dans certains esprits non éduqués encore aujourd'hui. Au niveau de l'ésotérisme, Helena Blavatsky explique de façon maladroite que l'ésotérisme des peuples premiers est une survivance naïve d'anciens peuples avancés maintenant disparus. Cette femme est considérée comme étant celle qui a fondé la théosophie, se voulant le syncrétisme parfait des spiritualités, unis dans la fraternité quelles que soient nos différences de peau, d'ethnie ou de sexe. Mais elle expose dans la doctrine secrète 2 théories. Une qui dit que d'anciennes civilisations se sont enchaînées dans une danse cosmique de naissance et de destruction pour fonder différentes ères. On y retrouve des civilisations mythiques comme l'Atlantide, la Lémurie, l'Hyperborée, etc. Et la deuxième théorie, qui vient l'accompagner, est celle que les humains d'antan avaient la possibilité génétique de s'accoupler avec des animaux. Et certains peuples premiers en sont les enfants dégénérés. C'est un syllogisme très puant, si vous voulez mon avis. Mais tout cela est dû au 19e siècle et sous couvert de progrès technologiques qui sont très vite montés à la tête des civilisations dites modernes. Progrès que Pierre Riffard compare à, je cite, l'alcool bas de gamme du contemporain. La vérité est beaucoup plus simple. Ces gens sont ignorants et n'acceptent tout simplement pas la différence et la diversité des humains. Et c'est triste d'en venir à dire que le peuple aborigène est issu de la 3e humanité racine des Lémuriens avec des mélanges lémuro-atlantes déchus. Ce genre de pensée, quelle que soit la réalité objective, justifie des injustices envers ces peuples qui sont souvent spoilés de leurs biens et ne bénéficient même pas d'une citoyenneté complète. En tout cas, vous avez votre discernement et votre cœur pour faire le reste. Bon, on va avancer un peu. Dans tout ce qui est ésotérisme,
On ne sait pas si le chamanisme en est une évolution naturelle chez les peuples premiers, ou si c'est le chamanisme qui va créer l'ésotérisme des peuples premiers. Bien sûr, les peuples premiers ne sont pas constitués que de chamans comme étant les intercesseurs avec le monde invisible, il y en a bien d'autres. Mais pour le définir, nous parlons de chamans pour qualifier les hommes et les femmes qui se font l'intermédiaire entre le monde des hommes et celui des esprits. Le terme vient du Tungus, saman, danser, bondir, s'élever, celui qui s'élève, qui est éclairé. Le nom renvoie donc à deux fonctions primaires chez les Tungus, la capacité à voyager entre plusieurs états de conscience et celui d'éclairer l'obscurité, l'ignorance en remettant de l'ordre au chaos. Aussi, chaman sera utilisé par défaut pour désigner ces individus dans la vidéo. Il est intéressant de constater que la fonction de chaman est suffisamment globale, universelle, pour être apparue dans d'autres peuples et cultures. On peut citer les Miko au Japon, les Kamkatum turcs, les Mutang coréennes, les Isawi du Maroc ou encore les Nangtien au Laos. Bien sûr, les différences existent et elles vont être souvent d'ordre culturel. Pour ces vidéos, j'utiliserai comme source Ésotérisme d'ailleurs de Pierre Riffard que je vous conseille. Commençons donc notre initiation en Afrique. Pula Aku Fudi, Gila Ogo Fayanande. L'initiation commence en entrant dans le parc, dès la naissance, et finit dans la tombe. Comme vous le savez sans doute, il n'y a pas que le chaman qui peut être l'intercesseur avec le monde invisible. Il y a plusieurs porteurs de puissance. Et on commence avec le maître de l'initiation. C'est celui qui, par la force de l'âge, est le gardien des coutumes, des traditions, il maîtrise les mythes, les pratiques de guérison, la divination. C'est celui qui va accompagner le néophyte sur le chemin de l'initiation, une initiation qui, comme la citation que je vous ai dite, commence dès la naissance et se finit à la mort. C'est-à-dire que la vie de l'Africain est ponctuée d'initiation et d'apprentissage. Ça ne s'arrête jamais. Un autre porteur de puissance est le chasseur. La chasse tient une place importante dans certaines sociétés africaines. C'est là le conduit d'un autre type d'initiation, celle de la nature et des animaux. Elle peut être l'occasion d'une magie sympathique avec l'âme d'un animal pour en acquérir la force, et une place est accordée à des rituels avant ou après la chasse, pour accompagner par exemple ce même animal dans le monde des esprits. En outre, il connaît les secrets de la brousse. C'est à la fois une initiation à la survie et une initiation ésotérique avec des éléments que l'on retrouve en magie. Pour eux, la chasse est un rituel à part entière qui peut épouser des besoins variés selon les peuples. Nous avons ensuite le forgeron, un puissant qui est à l'image de l'alchimiste occidental. Il peut avoir un faible statut social comme chez les Maasai, ou un plus haut comme chez les Touaregs. C'est celui qui va créer les armes de mort et les outils de la vie. On peut prendre pour exemple au sein du peuple Bobo, Buro, créateur des humains qui était lui-même un forgeron. Le magicien ou féticheur est défini comme un agent du bien. Il est utile à la société et tend à combattre le sorcier mangeur d'âmes. C'est un initié aux plantes, aux minéraux, aux savoirs occultes et psychologiques. Il utilise des sachets contenant de la médecine et d'autres outils pour chasser le mal. Le devin, quant à lui, cherche non pas à connaître le futur, mais à comprendre le présent en passant par le monde invisible. Par l'intuition, chez les Adjiraï, la possession des Ndembu, le chamanisme des Bushmen, le songe des Wolofs, ou par l'interprétation des cailles que l'on jette. Enfin, le guérisseur qui soigne le corps qui n'est plus en harmonie avec la nature. Une plante médicinale peut aider la guérison. La danse, la friction, les mots, la transe de possession chamanique ou le médiumnisme. Tels sont les outils de cet homme qui rétablit les liens brisés, provoquant la maladie. Comme vous le voyez, ces différents acteurs canalisent, contrôlent, invoquent ou exècrent le monde invisible. Ils sont les vecteurs d'une révélation qui passe par plusieurs moyens. C'est ce qui en fait des voyageurs de la conscience. En effet, ils sont capables de naviguer entre plusieurs états de conscience différents. Et voici ceux qui sont spécifiques aux voyageurs africains. L'Ekpel du Libéria trouve des conseils et des soins dans le rêve, à l'instar de plusieurs peuples premiers. Les Kupa
du Katanga usent de la médiumnité pour dialoguer avec les morts. Mais dans presque toutes les ethnies, on retrouve la possession par un esprit supérieur. L'anthropologue et cinéaste Luc de Husch parle d'endorcisme, en opposition avec exorcisme. La possession active s'effectue le plus souvent par l'absorption d'une plante psychotrope ou par l'induction d'une transe extatique, par la danse ou la musique. L'esprit, le dieu, le djinn des Haoussa, un ancêtre, un vaudou défunt, cela dépendra de l'ethnie concernée, mais le sujet rétablit une connexion avec l'invisible qui l'habite pour rejouer le drame mythologique à l'instar de la théâtralisation grecque des mystères. Le chamanisme africain est présent lui aussi, et la fonction de cet acteur de l'invisible se base sur sa faculté à séparer son âme de son corps et à voyager. Il peut aussi entrer en transe, appeler la pluie lors d'un état extatique, ou soigner les malades en allant récupérer leur âme censée errer loin de leur corps physique. Le semi-chamanisme désigne quant à lui la faculté de certains pratiquants à voyager à travers les animaux. Les Baloy du peuple Tonga voient à travers les hiboux. On peut les comparer aux change-peau de Game of Thrones. On peut en conclure que de grands ensembles existent au sein de l'ésotérisme premier en Afrique. Un ésotérisme qui initie, soigne et soulage, qui jette des ponts entre visible et invisible, qui s'organise autour de voyageurs de la conscience au sens large, capables d'interpréter les rêves, de voyager à travers les plans, de faire venir l'esprit en eux-mêmes et cohabiter avec lui. En somme, ils sont capables de produire des états de conscience modifiés, des phénomènes extraordinaires. J'espère aussi que cela a attisé votre curiosité, car je n'ai fait que présenter même pas 1% de la richesse de ce qu'est l'ésotérisme africain. C'était le voyageur de la conscience. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.